Loïc Marty, bonjour. Bonjour. Première question que j'ai envie de te poser avant de parler de ton livre, de ton parcours. Comment tu te sens? Là, je me sens bien. Je me sens détendu, il y a des belles énergies qui se trament autour des projets en cours et dans mon quotidien. Et tout s'aligne à peu près bien en ce moment, donc oui, je me sens bien. Ouais. Tu parles d'alignement, c'est-à-dire que pour toi, les choses prennent la direction que tu souhaites ou prennent la direction qui te semble être la meilleure? Je pense que c'est bien la direction qui semble être la meilleure. Quand on souhaite les choses, il y a une part de maîtrise qui est toujours un peu complexe et donc une part d'inconnu non maîtrisable. Quand on laisse les choses se faire, on est souvent plus surpris positivement qu'autre chose. Donc c'est bien comme elles sont en train, ou elles devraient, je pense, se mettre en place. Tu disais à l'instant, être surpris positivement, c'est quelque chose que tu as toujours essayé de travailler tout au long de ta vie ou de ton parcours professionnel ou personnel, d'être toujours surpris? Pas forcément. Et même quasiment pas en fait. J'étais pas ce type de personnage. Je contrôle les choses, du moins j'essaye de la meilleure des façons possibles, que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, j'ai envie de dire. J'ai toujours tenté d'être amené à contrôler les choses. Et là, j'ai envie de dire, dans l'évolution de ma vie, je pense que ce lâcher-prise que je commence à avoir emmène à ce type d'évolution. Alors ce lâcher-prise, on va le voir, il n'a pas toujours été présent, il n'a pas toujours été là. Justement, enfant, avant d'entamer, de parler du sport, qui a été une grande partie de ta vie, est-ce que ce lâcher-prise, enfant, il existait déjà ou pas du tout? Je suis pas sûr. J'ai rarement fait cette introspection personnelle, je ne suis jamais remonté aussi loin, mais je pense pas qu'il ait réellement existé. J'étais un enfant quand même assez qui bougeait beaucoup, assez actif, assez toujours en quête de cet inconnu, mais j'étais un aventurier, mais pas un aventurier téméraire, quoi. Donc du coup, bon, si ça passait pas, si je pouvais pas maîtriser l'aventure, je sais que je bifurquais ou je changeais d'axe. Donc non, c'était pas totalement naturel quand j'étais jeune et c'était pas aussi fluide. Le sport a toujours eu une place importante, y compris enfant. C'est quelque chose dans lequel tu t'épanouissais ou ça a été quelque chose qui est venu par hasard? Non, j'avais besoin de sport. Je le créais déjà moi-même hein, parce que je vivais dehors. J'étais un jeune qui n'était pas enfermable, pas comme un chat d'intérieur. J'étais vraiment un loup d'extérieur. Et donc en fait, j'étais déjà dans une dynamique de créer mon sport, de créer mon activité personnelle jusqu'au moment où voilà, j'ai rencontré les arts martiaux. Enfin, ils m'ont été proposés de par mon profil. C'est vrai que dans les années 80, il n'y avait pas énormément de sport de disponible. Et donc c'était voilà, danse, artistique ou arts martiaux ou autre. Moi, les arts martiaux me sont tombés dessus. Mais donc j'ai toujours été quand même un sportif personnel, interne et après pratiquant. Ouais. Cette passion, cet amour, en tout cas cette dévotion au sport, c'est quelque chose qui t'est venu toi personnellement ou c'est un héritage aussi, on va dire, familial, proche? L'idée du sport, en fait, est assez ancrée dans ma famille, mais n'est ni obligatoire, ni incitée, ni proposée de manière péremptoire, de manière vraiment obligatoire. Voilà, il faut faire du sport, tu peux faire du sport, c'est plutôt le leitmotiv familial, mais en aucun cas, il fallait faire du sport. Et voilà, moi je suis, je pense, le plus sportif de ma famille, mais il y a quand même un héritage de mon papa qui a quand même été rugbyman et qui a fait énormément de pratiques aussi, mais c'est pas ancré dans une obligation familiale. Ouais. Alors, on va dire que tu as eu le chemin inverse de Billy Elliot, hein, qui lui avait fait le choix lâcher la boxe pour faire de la danse. Toi, tu es plutôt allé vers la boxe, vers les gants, vers la transpiration. Tu le dis, je n'aime pas la violence, ni les sports de combat, et pourtant, tu t'es acheminé vers ce parcours, on va le voir, assez violent, provocateur du MMA. Mais comment est venue la première émotion qui t'a traversé quand tu as, pour la première fois, mis des gants? En fait, comme j'ai eu un parcours martial, on va dire japonisant martial, si mon approche de la violence, elle est vraiment dissociée des arts martiaux. Donc tu as raison, je n'aime vraiment pas la violence, c'est pas quelque chose qui me nourrit ou qui m'anime au quotidien. Je cherche vraiment plutôt à l'éviter en général, je suis une personne qui n'aime pas vraiment le conflit direct ou la violence. Et si tu veux, dans les arts martiaux, moi, ce qui m'ont vraiment intéressé, ce que je voulais aller chercher, parce que même très jeune, en fait, c'était la forme martiale, le parcours initiatique. Même si je le nommais pas comme ça quand j'étais jeune, c'est vraiment, j'aimais y aller pour reproduire mes schémas, pour reproduire des synthèses artistiques dans les arts martiaux, des synthèses de mouvements, des synthèses de compréhension, de cheminement, en fait, au travers de cette pratique, mais en aucun cas, le combat
où la violence était une démarche ou même apparaissait comme une nécessité pour m'épanouir dans les arts martiaux, pour m'épanouir réellement en tant que personne. Et donc, en fait, j'ai vraiment cette dichotomie, moi, dans mon univers qui emmène, en fait, à être aujourd'hui un artiste martial reconnu dans un des domaines les plus violents qui ait pu être, c'était le MMA, parce que la dernière strate, j'ai envie de dire. Mais tout au long de ma vie, j'étais plutôt un technicien du parcours, aller chercher une forme, aller chercher une élégance du geste, une précision du geste. Mais la violence, elle est évitée. J'ai toujours cherché à l'éviter dans mon parcours. Alors, si tu as cherché à l'éviter, il a quand même fallu qu'il y ait le premier contact, le premier coup de poing. L'émotion à ce moment-là où tu t'es dit, est-ce que oui, je suis à la bonne place ou peut-être que j'ai fait une erreur? Non, j'ai pas fait d'erreur. Je me suis jamais dit j'ai fait une erreur parce que lorsque tu es préparé, comme je l'ai été, dans mon parcours, en fait, tu choisis une voie de combat dans les arts martiaux ou une voie de kata, une voie plutôt artistique dans laquelle on fait des reproductions de mouvements dans le vide, des combats dans le vide. Moi, j'étais un technicien de kata, un technicien de forme, un technicien dans lequel on cherche l'élégance absolue, la pression absolue. Donc la violence, ça a été déjà envers moi. Quand tu fais ça, que tu vas atteindre une excellence dans ce domaine-là, tu t'infliges toi-même cette violence. Donc elle est maîtrisée, elle est maîtrisable. Et si tu veux, quand tu atteins un certain niveau dans ce domaine-là, si tu bascules vers le monde du combat, la violence que tu t'es infligée à toi est beaucoup plus expressive, parce que tu peux aller plus loin que quand c'est quelqu'un d'autre en face, où là c'est une douleur, une violence qui mène à une douleur physique. Et cette douleur physique-là, tu l'acceptes ou tu la refuses, mais au bout d'un moment, tu peux t'y préparer. Et la première fois que j'ai pris ce qu'on appelle un pain dans la gueule, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, j'ai pas été surpris de ça. C'est une douleur physique complètement quantifiable et maîtrisable, et tu mets de la glace et ça passe. Mais il n'y a rien qui a été choquant. Plus que par contre faire 4, 5, 6 heures de répétition du même geste. Cette violence-là, pour moi, elle est interne, mais elle est beaucoup plus exacerbée que prendre juste un pain dans la figure, quoi. Peut-être préciser kata. C'est la forme d'expression dans laquelle on reproduit des gestes dans le vide, comme un combat imaginaire qu'on s'impose à soi-même, dans un schéma codifié, et dans lequel voilà, c'est une forme d'expression, une forme de thérapie martiale, j'ai envie de dire, qui prépare en fait le corps, qui prépare la ritualisation pour aller vers le combat réel avec un adversaire ou un partenaire. Alors cette ritualisation, tu l'as exercée maintes fois. MMA, l'arène, 77 combats. C'est ça. Tu le dis, tu t'as gagné par la froideur, par la méthode, c'est ce que tu viens d'expliquer, même quasiment mathématique, Ouais. pas par la passion de la douleur, pas par l'envie de souffrir. Comment est-ce qu'on arrive à créer la dichotomie, à faire la différence entre j'ai mal, mais c'est constructif, et j'ai mal, mais j'aime ça? En fait, on fait la différence quand on arrive à occulter justement le mot douleur. Quand on arrive à rentrer dans une sorte de concentration, de recherche de méthode et de recherche d'un aboutissement qui n'est pas celui que les gens voudraient voir, j'ai envie de dire. Moi, lorsque je prépare un combat, quand j'ai préparé tous les entraînements, tous les combats que j'ai faits, les entraînements étaient l'extrême souffrance. C'est l'extrême douleur. C'est construire une méthode par rapport à un adversaire donné, un type d'adversaire donné. Et en fait, chaque jour, chaque heure d'entraînement, gagnée ou perdue, chaque mauvais geste pendant les 6-8 semaines d'entraînement était une vraie torture. Le moment T, celui que tout le monde voit, tout le monde veut, tout le monde attend, ce moment où on dit là, il va y avoir un échange de coups, de violence, la seule chose que les gens viennent voir, parce que le spectacle, c'est ça aussi, il y a des techniciens, c'est autre chose. Et moi, dans les vestiaires, il est vrai que je suis stressé jusqu'au moment de la pesée, jusqu'au moment du vestiaire. Mais lorsque les vestiaires se ferment 1 ou 2 heures avant et qu'on est enfermé à l'intérieur, tout est passé. Il ne reste plus qu'en fait que le résultat de la méthode d'entraînement, le résultat qui ne reste plus qu'à surgir et à se voir. Et à partir de là, en fait, il n'est plus question de douleur, il n'est plus question de mal à s'infliger, de torture personnelle presque, pour aller chercher l'excellence de la méthode qui est de se préparer en amont. C'est juste attendre le moment T, et si tu l'as bien fait, comme ce que moi je pensais le faire souvent, si tu te sens bien et que je sais que tu es coordonné avec vraiment, tu es bien axé sur ce que tu voulais faire, tu es dans les vestiaires, il n'y a plus rien, si ce n'est que le temps qui devient ton défi majeur, le temps qui passe jusqu'au moment où tu vas, pour les gens, affronter un adversaire, et pour moi simplement exprimer une méthode, un schéma codifié dans lequel chaque fois qu'il fera un geste, chaque fois qu'il fera un mouvement qui aura été bien pensé en amont, il n'y a pas de surprise. Il y a juste l'application d'une règle. Alors, au-delà de cette chorégraphie calculée, maîtrisée, est-ce qu'après le combat ou avant le combat, il y a la place pour quand même malgré tout avoir une pensée pour les proches, une pensée pour ceux qu'on aime, et de savoir un petit peu comment est-ce qu'eux vont percevoir la chose?
il y a une place, en fait, il y a une part de peur. Cette peur, elle est propre aux proches, du moins dans mon approche à moi. Quand j'arrive dans le vestiaire, il se passe plus rien. Pour moi, j'ai toujours un vide, même je dors jusqu'à 10 minutes avant de rentrer en classe. Je suis quelqu'un qui dort, je ne m'échauffe pas, je dors complètement, je suis décompressé de ça. Et il y a toujours un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça, c'est la réaction humaine, en fait, la réaction animale. Il se dit, mais tu vas affronter quelqu'un d'une manière extrêmement violente, c'est vrai. Est-ce que tu es suffisamment prêt? Ça s'estompe doucement. Et il y a toujours le moment où on a la pensée pour le proche, comme tu le dis, pour la famille, parce que c'est pas sain ce qu'on est en train de faire. Le corps sait que c'est pas vraiment sain d'aller affronter, se mettre au défi. Et en fait, c'est une vraie difficulté, par contre, d'arriver à se dire, mais en fait, je le fais, je suis suffisamment préparé pour rassurer tout le monde aussi. Et même si ça se passe mal, ça ne peut pas se passer mal à un point qu'on essaie de s'y convaincre. Mais oui, ce sont les proches et l'amour qu'on a aussi pour la vie, pour ceux qui nous entourent, qui créent notre vie, qui fait qu'il y a cette part de peur qui est extrêmement dure à combattre dans les vestiaires. Après ce tour de piste, cette carrière de sportif, tu décides en fait de passer, comme tu dis, de l'octogone au monde des affaires, une autre cage à aller fréquenter avec d'autres difficultés. Est-ce que ce transfert, cette transition a été simple pour toi? En tout cas, elle n'a peut-être pas été simple dans le sens littéral du terme, mais elle s'est faite assez fluidement. J'ai toujours été un entrepreneur. Quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de ramasser toutes les pièces de centimes qu'il y avait pour essayer de les entasser et pour me faire une idée de ce que c'était qu'une accumulation, une création de richesse. Et c'est vrai, quand j'ai 7-8 ans, c'est des pièces de 1 centime que j'accumulais, mais pour moi, j'étais déjà fier de le faire. Et j'ai toujours eu cette pensée d'entreprendre pour laisser une trace. De créer pour laisser des traces. Pas entreprendre pour faire grossir un compte en banque, mais vraiment essayer de créer des choses qui ont un impact, des choses qui peuvent servir à l'autre et évidemment servir à moi aussi à ce moment-là. Et du coup, quand on commence à vieillir et que le combat s'éloigne, et c'est naturel de le penser comme ça, pour moi, il y a vraiment une filiation presque naturelle qui m'a conduit vers le monde de l'entreprise, et l'entreprise pour les autres, de l'investissement pour le projet, et pour l'association, et pour l'accompagnement de jeunes ou l'accompagnement social. Mais c'est relativement fluide, ça a été fluide chez moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tout ce que tu as vécu dans le sport, notamment dans ce sport violent, il y a eu des transferts, il y a eu des connaissances acquises qui t'ont permis peut-être d'aller un peu plus vite ou un peu plus facilement dans ce monde des affaires? Oui, en fait, il y a beaucoup de transversalité entre une méthode d'entraînement de sportif, les capacités qu'on a en fait à être résilient, cette capacité de savoir préparer les choses aussi. Quand on est sportif de haut niveau, il n'y a pas vraiment de hasard. Pour le public, il y a un hasard des fois, mais pour nous, pas forcément. C'est notre métier de gagner ou presque de perdre le plus loin possible. Donc en fait, dans le monde des affaires, cette transition-là, cette capacité que j'avais en fait à préparer et à être résilient face à la contrainte a vraiment été porteur et m'a permis d'aller plus vite en tant qu'entrepreneur, de supporter davantage en fait la marge d'échec aussi, la marge d'erreur, et à mieux préparer en fait une attaque que je pourrais porter à des systèmes, à des business, des façons de penser qui sont complètement différentes, parce que mon approche de sportif, on va dire conquérant-combattant, était complètement différente qu'un système scolaire qui aurait pensé AB égale CD. Moi, je serais AB égale, je sais pas, JH par exemple. Et donc ça a pas mal aidé. Ouais. Parmi les valeurs que tu défends, notamment que tu as défendues pendant toute ta période de sportif, il y a cette valeur aussi de respect, de respecter celui qui est en face, chose que tu as transférée aussi dans ton métier d'entrepreneur. Est-ce que, malgré tout, c'est quelque chose qui t'a permis d'être un petit peu plus tendre, un petit peu moins dur? Non, pas forcément. Pas forcément. Je vais être plus tendre dans le monde de l'entreprise, pas forcément. Les impacts sont pas pareils. Et quand j'étais sportif de haut niveau, la marge d'échec, elle ne valait... Évidemment, l'échec ou la façon d'aborder les choses implique une marge extrêmement restreinte de personnes. C'est principalement moi par l'ego et le respect qu'on a à l'équipe autour de réussir ou de faire du mieux possible. Dans le monde de l'entreprise, je pense que j'ai même été un peu plus dur, un peu plus pointu, parce que l'impact, ou du moins les sujets d'entrepreneuriat que moi j'ai choisis et qu'on a choisis avec mes équipes, sont quand même de l'ordre du social, de l'ordre de l'humain, de l'ordre de l'associatif à chaque fois. Je ne vais pas décevoir 4-5 personnes. On va décevoir des centaines ou des milliers de personnes, et je pense que cette pression-là,
que je m'inflige et que j'inflige à mes équipes fait que je ne suis pas forcément plus tendre. Parce que le sujet est pour moi un peu plus grave que simplement mon ego ou une simple victoire. Est-ce que tu dirais que le fait effectivement que l'impact est plus invisible, moins voyant, moins percutant, tout de suite, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stressant ou beaucoup plus pesant? Pesant serait le mot, c'est ça. Ce sont des réussites reportées, souvent. Ce ne sont pas des réussites directes, on ne te met pas une ceinture autour, mais voilà, toucher l'humain. Dans la mesure où on fait de l'entrepreneuriat, on touche à l'humain, on touche au social, on touche à des partenaires, on touche voilà, du social, vraiment du social. Donc du coup, c'est la construction humaine et ça prend du temps. Et le champ de réussite est beaucoup plus restreint qu'un AB, d'une victoire ou d'une défaite. C'est l'impact aussi, il est souvent psychologique, voire psychiatrique des fois. On va plus loin quand on fait de l'entrepreneuriat, on a vraiment de l'humain en face, même si souvent ce sont des chiffres, des tableurs Excel. Derrière chaque tableur Excel, il y a vraiment des parcours des personnes. Et j'ai par expérience, ne serait-ce dans les arts martiaux, quand je faisais de la politique sportive, eu des retours, non pas de mes actions à moi, mais d'anciens qui disaient vous voyez, on a refusé telle et telle chose à telle personne, et on a appris plus tard que voilà, il en a fait une dépression, il est allé dans sa démarche, alors qu'on aurait très bien pu dire oui facilement. On a dit non pour une virgule, par exemple, et cette personne est allée dans un système de dépression parce que pour lui, cette virgule, il ne la voyait pas. Mais par contre, ce qu'il mettait derrière était d'une importance capitale pour lui, alors que pour nous, ça ne l'était pas. Cette dimension-là est extrêmement différente, est extrêmement lourde à porter, et la réflexion qu'on doit se faire quand on fait de l'entrepreneuriat avec évidemment des humains en face est vraiment capitale. Alors, tu dis que la méthode et la logistique sont beaucoup plus fortes que l'enthousiasme. C'est bien d'être enthousiaste. Normalement, on se fait l'image de l'entrepreneur qui a la passion, qui a envie, qui défend quelque chose. Pour toi, pour bâtir solidement et traverser vraiment toutes les crises, il faut outrepasser cette passion qui peut-être peut être un peu accessoire, en tout cas éphémère. Il faut réellement se bâtir un mental de guerrier, en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. L'enthousiasme, l'enthousiasme, il peut arriver, ça dépend quand. Je me rends compte vraiment que les personnages que je rencontre aujourd'hui, qui nous sollicitent pour essayer de faire un step ou de porter un projet, d'amener un projet beaucoup plus loin que ce qu'ils sont, des fois il est au stade de site, d'idées, simplement d'idées, sont souvent remplis d'enthousiasme. Et l'époque d'aujourd'hui, en fait, nourrit l'enthousiasme presque comme une injonction, presque comme une obligation pour porter un projet. Et c'est tellement aujourd'hui omniprésent, qu'il n'y a presque pas de réponse à ça. C'est-à-dire que soit tu es enthousiaste, soit tu ne portes pas de projet, en fait. Sauf que je fais partie des personnages qui ont porté presque des projets par dégoût personnel. Il fallait que je le fasse, j'ai trouvé ça génial de le faire. Mais au fond de moi, je n'ai pas trouvé d'animation jouissive, je n'ai pas trouvé en fait de grandes corrélations d'imagination. Il fallait que je le fasse, je l'ai fait de manière très méthodique. Et je me suis rendu compte que dans la plupart des projets que j'avais monté de manière méthodique, qui m'intéressait dans la forme, mais pas forcément dans un fond précis ou qui n'était pas quelque chose d'extrêmement jouissif, stimulant, à un point, waouh, on va monter un projet, on va changer le monde. Ces projets-là sont allés loin, extrêmement loin, et ont presque fondamentalement changé presque leur schéma, changé vraiment la façon dont les autres personnes aussi conçoivent leur projet de cette matière-là, parce que c'est celui qui porte. Et donc l'enthousiasme, pour moi aujourd'hui, peut être une force, mais s'il est dilué à un certain moment quand tout est bien stabilisé. Lorsqu'on lance les choses, il faut une méthode. Et y croire, c'est bien. Être ultra enthousiaste, c'est aussi se mettre certaines œillères et ne pas arriver à avoir la dimension totale des choses, parce que la passion occulte aussi beaucoup de parts de méthode et de préparation. Est-ce qu'au final, c'est pas une manière aussi de se protéger et puis de vaincre une certaine peur de l'échec, que de mettre l'enthousiasme de côté au premier volet et puis de se dire c'est pas grave, pour l'instant j'y mets le maximum et après je pourrais peut-être dire ouf, ça me plaît et j'y vais. C'est reporté, je dis ça. Là du coup c'est un enthousiasme reporté. Il est vrai. Je pense en tout cas, c'est ma méthode, c'est ma façon de voir le schéma de création quand on porte et quand on parle
d'entreprise, de social ou d'économie, c'est vraiment de partir sur une base de chiffres, une base de cohérence, une base de généralité humaine et entrepreneuriale, et de mettre aucune émotion dans la base. Mais c'est comme éteindre une société ou comme devoir arrêter un projet. Dès qu'on commence à y mettre de l'ego ou l'ego inverse, on prend souvent de mauvaises décisions et on va aller chercher trop d'informations à droite à gauche et tout le monde y met son humanisme, tout le monde y met son conseil, tout le monde y met sa façon de voir les choses, alors que lorsqu'on ne reste que dans la méthode, que dans le pragmatisme pur, le chiffre ou l'action ou la réaction basique, en général on est beaucoup plus précis et on fait les choses avec une meilleure qualité. Réussite dans le sport, réussite dans l'entrepreneuriat. Malgré tout, il y a des blessures qui sont là, des envies d'aller un peu plus loin, surtout peut-être d'accompagner celles et ceux qui ont des blessures profondes. Est-ce que tu penses qu'effectivement, avec le temps, la fatigue, les blessures, le poids des responsabilités, comme tu le dis, c'est quelque chose qui t'a amené à changer ton fusil d'épaule, ou en tous les cas à regarder les choses avec d'un autre point de vue? Oui, je pense qu'en vieillissant, la vue baisse, mais on arrive à prendre un pas de côté pour essayer de continuer à voir les choses de la même manière, mais d'un peu plus loin. Les choses ne changent pas, réellement. Souvent on dit, ouais, ton monde change. Moi, je pense pas que mon monde change, c'est ta vision du monde qui change. Les arts martiaux, voilà, c'est quand même une construction vers l'éternité qui doucement va vers la transmission. Et je pense que quand mon corps est usé aujourd'hui, c'est vrai que je mets une part à la réflexion beaucoup plus importante qu'à l'action physique. Et donc du fait, ça me permet de voir les choses de plus loin, de voir aussi les difficultés de ceux qui sont autour de moi, qui n'ont pas les mêmes forces, qui n'ont pas eu non plus la même vie ou la même capacité de vie, et ni même les mêmes difficultés que moi à ce moment-là, ou pas la force de les affronter comme j'ai pu le faire. Et du coup, ça me permet aujourd'hui, pour moi, je suis fondamentalement pas différent. Je vois juste d'un peu plus loin les choses. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse à des champs plus larges, à une introspection plus large, à un autre type de public aussi. Et on essaie, du moins à mon niveau, d'interagir. Je ne vois pas forcément d'agir, mais d'interagir avec cette nouvelle forme de vision. Alors il y a cette implication que tu as aussi auprès de jeunes en difficulté, de les accompagner, de leur donner justement peut-être les bonnes billes, les bons outils pour pouvoir avancer. Comment est venue cette idée, cette envie parce que quelque part, on peut l'associer à de l'entrepreneuriat, mais ça va au-delà de l'entrepreneuriat. C'est une implication vraiment personnelle. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un lieu de vie, ça s'appelle, et je tiens à ce mot-là. C'est un lieu de vie et d'accueil, mais le lieu de vie est important pour moi. En fait, c'est un héritage familial. Ma maman était assistante familiale. Mon papa aussi avait monté un système dans lequel on accueillait déjà, en plus des jeunes accueillis en famille d'accueil de chez nous, d'autres jeunes en difficulté. Et en fait, c'est un héritage construit qui fait que j'ai toujours vécu en fait, au contact de ce type de public un peu vulnérable, qui a pas eu les mêmes billes de départ, mais qui ont toujours cette volonté d'être résilient et de vouloir s'en sortir. Donc ils finissent au final dans des lieux comme les nôtres qui sont complètement atypiques, dans lesquels en fait les propriétaires des lieux vivent et partagent le quotidien. Il n'y a pas de roulement, il n'y a pas d'éducateurs, ce sont simplement des familles qui acceptent de choisir cette contrainte. Parce que c'est une contrainte, parce que c'est mettre entre parenthèses une vie qu'on aurait pu construire simplement avec les gens qu'on a choisis, et de la confronter en permanence, et de la vivre et de la partager avec des jeunes qui ont souvent perdu l'envie de vivre, ou perdu tout repère, ou toute envie d'avancer. Et donc ça a été une filiation naturelle. Moi j'ai grandi dans ce schéma-là, et lorsque je suis suffisamment en fait de posture en tant qu'homme, en fait, je me suis dit pourquoi pas moi continuer ça ou reprendre une structure, la faire un petit peu à ma sauce, en jetant beaucoup de sport, beaucoup de déplacements, beaucoup de schémas un peu différents que ce qui se faisait au temps de mes parents. Et ça fonctionne extrêmement bien, mais c'est partager mon quotidien avec 3-4 jeunes, matin, midi, soir, vacances, week-end, déplacements, combats, tout. Tu parlais d'un héritage familial, mais est-ce qu'au-delà de l'héritage, il n'y a pas aussi une forme de volonté d'agir au travers d'une colère, tu dis, d'une France qui a laissé ses fondations s'effriter? Est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi un attachement à des fondations solides, basiques, qu'on t'a transmises dans l'éducation, et de voir ces fondations un peu s'effriter, disparaître, d'essayer de les retransmettre un peu le flambeau?
Oui, complètement, complètement. Il y a réellement ça. Je suis animé par cette. J'ai une image de morale, une image d'éthique qui m'appartient, qui m'est propre, dans laquelle, en fait, pour moi, parce que j'ai un cerveau comme ça, chaque chose a une place. Et quand tout le monde a plus ou moins sa place, on peut commencer en fait à imbriquer, à faire une sorte de mécanisme où tout le monde marche ensemble. Aujourd'hui, il y a quand même une sensation, du moins c'est peut-être la mienne, qu'il y a trop de place pour peu de monde en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait avoir 10 places en même temps. Sur le schéma, il y a des alphas et des suiveurs, mais c'est tout, alors qu'au final, on pourrait avoir 10, 15, on pourrait avoir des altruistes, des autoritaires, des gentils, et c'est pas péjoratif d'occuper chacun vraiment une place qui lui correspond sans essayer d'avoir une face ici de place qui n'est pas la nôtre. Et ces jeunes que j'accueille sont nourris de ça, en fait. Tu es un jeune placé, donc tu vas avoir ce schéma-là, mais tu pourrais aussi avoir celui-là, mais on va te mettre celui-ci, qui n'est pas le tien. Mon travail au quotidien et ma façon de voir le monde, c'est en tout cas de partager déjà mes valeurs et de mettre vraiment un carcan, des valeurs extrêmement simples, qui sont vraiment d'abord le partage, la péridance, c'est très très simple, mais ce sont ces murs-là qui, je pense, s'étiolent un peu trop vite à l'extérieur, et donc recréer un univers, parce que du coup le lieu de vie c'est vraiment presque un vase clos, dans lequel ces jeunes qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à rien, en fait retrouvent tout à l'intérieur, une salle de sport, un truc, tout, et il n'y a rien qui change, tout est rassurant. Tout est porté par le partage, l'équité et la péridance au quotidien. Et à partir de là, on arrive à reconstruire des gens qui après peuvent repartir à l'extérieur, comme moi, je me suis bâti et je me débrouille pas trop mal à l'extérieur. Lorsque tu vas dans ce centre, ou en tout cas dans ce centre d'hébergement, d'accueil, d'accompagnement, est-ce que tu t'autorises, en regardant ces jeunes justement évoluer au fur et à mesure, à une certaine émotion, en te disant c'est grâce à nous, grâce à mon héritage, ou à te dire voilà peut-être que la relève est là et d'avoir quand même malgré tout une forme de satisfaction? Alors l'émotion pour moi est compliquée, je suis vraiment dans la méthode. Pour moi, je suis comme ça, je suis construit comme ça. J'ai pas réellement d'émotion dans le schéma de réussite alors qu'on a une très très grande réussite. Il y a une satisfaction quand on t'appelle 3 à 4 ans après, tu deviens parrain. Là j'ai une émotion, je dis mince, il m'appelle parce que voilà, ou des fois j'entends que son fils va porter mon prénom alors que le gamin, techniquement, on n'a pas une belle entente et j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, il est parti, mais au final pour lui on ne sait pas comment ça se transforme dans la tête de quelqu'un, comment il porte en fait le message et ses valeurs qu'on essaie de transposer, qui à ce moment-là sont souvent des frictions, vu qu'on essaie de mettre quelque chose dedans. Et pour moi, en fait, je ne peux pas me permettre d'être très émotionnel non plus face à ces jeunes-là, parce qu'ils ne viennent pas chercher ça. C'est volontaire en fait, et ils ne viennent pas chercher l'émotion chez toi, ils viennent chercher le soutien, l'épaule, les parois, les murs, ils viennent chercher tout ce qu'il faut, des fois même la confrontation, presque la violence, parce qu'ils ont été construits comme ça, donc ils viennent la chercher, mais pas l'émotion. Ils attendent pas ça de toi. Et donc, de fait, je ne la propose pas, mais je ne suis pas construit d'émotion non plus. Je pense que pour moi, la meilleure réponse pour eux, et de construire, c'est de toujours être linéaire, donc sans passion, sans émotion. Chaque jour, je serai pareil. Si je commence parce que c'est un métier d'accompagner la souffrance d'un humain, si je commence, moi, à montrer une émotion, il y aura et la joie et la souffrance. Et je ne sais pas comment il va réagir face à la joie ou face à la souffrance par rapport à sa construction. Donc mon travail à moi, c'est d'être neutre et de toujours, enfin, imposer une régularité de méthode face, en fait, à ces fluctuances d'inconscience qu'ils ont. Mais est-ce que toi, personnellement, quand tu n'es plus face à ces jeunes, quand tu es face à toi-même, de te rendre compte d'avoir marqué les esprits de ces jeunes, tu acceptes que ça marque ton âme, que ça te touche et que ça te satisfasse? Bien sûr, oui, bien sûr. Si. Après, ça reste très mesuré chez moi, mais évidemment que c'est, comme je disais, c'est quand même relativement... Il y a un moment où, voilà, quand on reçoit le coup de téléphone, qu'on apprend que, il y a ce moment-là où, en fait, il y a une sorte de micro-décompression, on dit « ouais, quand même. ». Au travers de toutes ces activités, parce que c'est déjà quand même bien rempli, il a fallu que tu en rajoutes une, celle d'écrivain, d'écrire, de transcrire, de transmettre par l'écrit. Comment t'es venue cette lubie, cette envie? Écrire a toujours été en moi. Je suis quelqu'un qui a toujours été assez littéraire, mais vraiment personnel, très intime, très pudique. J'étais très pudique. Je suis le genre de gars qui, quand il écrit un mail, si tu es derrière moi, même si tu n'es pas là pour lire le mail, je ne peux pas sortir un mot. Si c'est même pour écrire bonjour, je ne l'écrirai pas, ou je ne mettrai pas la virgule, parce que pour moi, je vais attendre que quelqu'un derrière ne voit pas ce que j'écris. J'ai toujours été comme ça. Donc écrire était une démarche d'abord personnelle,
Et c'est aussi en fait pour répondre à un certain auditoire. Quand je fais des conférences ou qu'on m'invite pour des interviews, j'ai toujours l'impression d'être l'extraterrestre en fait. Le sportif de haut niveau doit aimer la victoire. Le sportif de haut niveau doit avoir une facilité ou alors il est champion du monde, donc maintenant tout est facile. Ce sont des images construites qui m'ont toujours heurté. Je m'attendais, elles sont du journalisme ou de la recherche d'informations qu'on aille me chercher dans mes profondeurs, me chercher dans mes aversions, me chercher dans ce qui m'a construit dans la douleur. Et l'époque actuelle ne propose pas ça de manière naturelle. Et quand on me questionne, j'avais pas envie de mentir quand je répondais. Et je me rendais compte que expliquer que moi j'aime pas le combat de MMA, j'aime pas forcément plus la discipline, mais j'en suis devenu un champion du monde. C'était tellement bizarre qu'à un moment donné, la réponse c'est j'aime pas vraiment ça, mais je veux pas développer. Donc écrire, quand je rentrais chez moi, j'écrivais la réponse que j'aurais aimé donner. Et l'introspection est ce qui a nourri vraiment l'idée de réponse que j'ai voulu faire. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'un an et demi de questions-réponses, je me suis retrouvé avec 12 chapitres, 12 paragraphes, que j'ai dit, mais si j'avais le courage de le monter, de le construire pour qu'il soit lisible et intelligible, peut-être que d'autres personnes sont dans ma situation, d'autres sportifs, ou même d'autres personnes, d'autres entraîneurs, d'autres juste simplement des personnes, ils se diraient, mais en fait, moi j'en ai marre qu'on me prenne pour ce que je suis pas, et que je dois faire des réponses un peu construites, alors que j'ai peut-être autre chose à raconter. Ou alors des choses à tirer d'une expérience haute qui me ressemblerait. Et à un moment donné, je me suis dit, ça peut peut-être servir à des gens, même à une personne, ça suffirait pour moi, qui lit ça et se dirait, mais en fait, je suis pas tout seul. Et lui aussi. Et donc l'idée d'écrire et de publier a été écrire facile, publier extrêmement complexe. Cette pudeur fait que extrêmement dur. Mais j'ai franchi le pas et j'étais très bien accompagné par la maison d'édition. Alors, Le pouvoir de la version, c'est le titre de ton ouvrage qui est à sortir aux éditions La Sirène aux yeux verts. Tu disais que c'était compliqué de passer le stade de l'édition, de la publication. C'est par pudeur ou par peur ? C'est clairement de la pudeur. Mon style d'écriture est fidèle au personnage, c'est très classique, très construit, chaque mot est relativement pesé, comme mes combats et comme la façon dont je me prépare, je suis construit comme ça. Donc je n'avais pas vraiment peur en fait qu'on aille me critiquer sur le champ de l'écriture ou le champ de la pensée directe. Mais cette pudeur, que quelqu'un puisse lire ton texte, il y a des gens qui ça dérange pas du tout. Moi, comme je disais, un mail déjà c'est très compliqué. Quand j'envoie, il faut qu'il soit presque façonné parfait pour pas avoir honte de ça. J'ai plus peur d'être jugé vraiment sur la forme de la pensée et du fond, le fait que de choquer sur un mot ou quoi d'autre, et plus que par réellement ce que j'ai à proposer dedans. Et c'est cette pudeur réellement qui était compliquée à transcender et à passer pour dire bon. Une personne déjà doit lire le livre, c'est au minimum les éditeurs, donc au minimum un journaliste, mais en plus se dire que ça se trouve des centaines de personnes vont le lire, l'image fait plus peur que combattre quelqu'un dans une cage. Est-ce qu'au final c'est aussi un moyen pour toi de rester en mouvement ? Je sais que le mouvement est très important, tu dors peu, tu as beaucoup d'activités, tu gères énormément de choses en même temps. Est-ce que c'est aussi une manière de rajouter une corde supplémentaire pour ne pas t'endormir ? Il y a de ça. Ouais, donc tu as clairement raison, il y a vraiment de ça. J'ai besoin de ça. Et plus je vieillis, plus je mûris aussi, et plus j'ai besoin en fait de lancer des projets à la portée de mon nouvel âge, de mon nouveau corps et de ma nouvelle façon de faire. Mais si je m'arrête, j'ai vraiment l'impression de sombrer, de mourir. Je suis comme ça. Je suis animé par une volonté de créer des choses, de faire des choses, et que ça puisse améliorer vraiment minimum mon entourage ou ce qui est autour. Laisser une trace positive. Ne jamais me brimer, jamais faire de vagues qui puissent blesser ou apporter du traumatisme autour, quelque chose d'important. Et pour ça, il faut créer. Et donc ce bouquin permet de porter aussi une voix, une sorte de création un peu plus diluée que la violence visible que j'ai pu traverser par les combats ou autres. Et créer, fait partie de moi. Et je pense qu'après ça, il y aura d'autres choses. Je ne sais pas encore lesquelles, mais il y aura forcément d'autres choses. Est-ce qu'au final, ce nouveau terrain de jeu que tu t'offres, puisqu'on a traversé plein de terrains de jeu, le combat, la MMA, le sport, l'entreprise, le social, et puis là maintenant l'écriture, c'est pas aussi un moyen d'apporter un peu de douceur et un petit peu de paisibilité dans ce parcours ? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a de ça. Le monde de l'art est un monde qui m'a beaucoup plu. Moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'aimais l'art. Le martial, c'est autre chose, on en a parlé tout à l'heure pour moi. Et j'aime vraiment ces côtés artistiques. Et en fait, c'est une discipline, l'art,
donc l'écriture, comme la musique, comme le reste, qui ouvre des champs plus lisses, plus doux, tu as raison, mais pas forcément, parce que l'art est un sujet de propagande, peut être un sujet de ce qu'on veut, donc ça permet aussi quand même de jouer dans les extrêmes et savoir se positionner. La version, déjà, quand je rentre dans le monde de l'art, moi je rentre pas avec une couleur pop art, quoi. Je rentre vraiment avec du noir sombre, du noir et blanc presque. Donc on pourrait vraiment se dire, ouais, mais en fait il est quand même rentré par la porte un peu dure de l'art, mais ce champ-là, les gens qu'on rencontre, le système de réflexion, le système de pensée, est fondamentalement de fait plus ouvert, donc plus doux, moins stéréotypé, et permet, je pense, un champ d'action qui me permettra d'évoluer et de naviguer dans quelque chose qui est un peu moins cloisonné, un peu moins conventionné. Et donc ça me plaît déjà dans la démarche. Est-ce que c'est aussi mettre un peu de lumière dans toute cette sombritude? Parce que c'est vrai qu'on peut, vu de l'extérieur, se dire force et honneur, quel combat, quel engagement, quel dévouement. C'est aussi la possibilité de s'offrir une bulle, un petit peu une parenthèse, un peu de douceur, de calme, pour pouvoir mieux repartir. Ouais, c'est plutôt bien résumé. J'aime bien l'image, en fait, simplement de pour une fois, diluer quelque chose. Une fois que tu as lancé le texte, que tu as lancé le livre, tu n'as pas de maîtrise dessus. Je ne sais pas ce qui va arriver, on peut avoir de la critique violente, mais du coup, moi, à mon niveau, c'est pour la première fois un projet qu'une fois il est abouti, que tu mets le point final, que l'éditeur fait l'écrin qui va autour, et que ça part, tu n'as plus la maîtrise dessus. Et c'est bien la première fois que je lance quelque chose dans lequel, en fait, tu le mets dans les mains de l'humanité, tu les mets dans les mains de tout ce qui ne sera pas maîtrisable à mon niveau. Et cette forme-là, en fait, de lâcher prise, et comme tu dis, peut-être une sorte de douceur, peut paraître une sorte de douceur, mais pas forcément intrinsèquement pour moi. Mais ouais, c'est un projet qui va amener, en fait, une vibe un peu différente, et qui est vraiment plus douce du fait que tu ne maîtrises pas, donc du coup, tu laisses rouler, quoi. Mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi une initiation un peu à des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus légères, beaucoup plus transcendantales, après avoir passé toutes ces années de dur labeur, de dureté, d'affrontement, c'est pas aussi quelque chose que tu t'accordes, que tu souhaites vivre et partager? Complètement, si. C'est arriver à sortir une introspection sur papier, c'est arriver à toucher la spiritualité et à commencer à la réfléchir. La réfléchir, c'est une bonne chose, commencer à l'écrire et à la décortiquer en mots, en actes et en écrit, est quelque chose qui était important, qui manquait un peu. Donc oui, me l'accorder. J'espère que ça va accorder aussi à certains et pouvoir aider. Mais oui, ce moment-là est réellement presque de l'ordre du spirituel, hein, à ce moment-là. Ouais. Tu le dis, l'aversion, c'est quelque chose qui est relativement dur, violent, mais c'est comme un carburant inépuisable qui peut nous permettre de nous construire, de construire sa vie. Est-ce qu'au final, tu as la sensation qu'aujourd'hui, à l'aube de la quarantaine, cette aversion aujourd'hui peut peut-être un peu prendre le large et te laisser vivre autre chose? À mon niveau, l'aversion, c'est ce qui est quantifiable et maîtrisable. C'est ce que je décris pas mal dans le livre, j'essaie de l'expliquer avec mes mots. L'inconnu peut faire mal, peut faire peur, peut faire ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, ça peut être génial comme ça peut être pire. Je ne pense pas qu'en vieillissant, je quitte l'aversion et ma méthodologie pour l'aversion. Je ne pense pas qu'elle me quittera réellement, et même que je tende, surtout dans un an on se revoit tous les deux et j'aurai une autre réponse, et tant mieux peut-être, mais je ne pense pas que je puisse me construire différemment que par cette capacité à me rassurer en maîtrisant ce que je suis capable de perdre, ce que je suis capable d'oublier, ce que je suis capable de maîtriser, c'est-à-dire l'aversion. Le gain est trop futile, trop inatteignable, trop non objectivisé. C'est autre chose. Et pour moi, l'aversion rassure, tout simplement. Parce qu'avec une méthode, elle permet d'être diluée et ce réel carburant, comme je le présente. Ce livre, Le pouvoir de l'aversion, donc aux éditions La Sirène aux yeux verts, est-ce que ce n'est pas un testament, ou en tout cas une trace, une transmission à ceux que tu aimes, qu'ils soient proches ou non, pour leur dire « moi je l'ai vécu, maintenant si vous pouvez faire autrement, pourquoi pas ?» Il pourrait y avoir une forme de ça. Testament, je pense que c'est un mot un peu dur, mais il y a une forme de vérité dans ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, quand on a cette façon de vivre qui est propre à moi-même, cette façon de penser le monde et de le traverser, on fait partie des incompris.
faire en sorte de sourire toute la journée alors qu'on n'en a pas vraiment envie. Mais on le fait de bon cœur, mais en fait, je dis, quand on n'a pas envie, c'est que c'est pas propre à soi-même, c'est-à-dire que c'est une méthode qu'on s'emploie pour dire il faut que je sois comme ça, donc je le suis. D'arriver à réussir à ce moment-là, mais de toujours décevoir dans nos réponses, parce qu'on n'est pas comme ce que le monde voudrait. Lorsqu'on commence à l'écrire, c'est pas vraiment un testament, mais tu as raison, c'est une forme de postérité, de dire voilà, j'ai été ça en fait. Vous pouvez voir comment je l'ai traversé, la façon dont je l'ai traversé. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, ou qu'on n'a pas été d'accord, ou qu'on n'a pas été ensemble sur la même longueur d'onde. En fait, on n'a quasiment jamais été alignés dans ce qu'on disait. Mais j'ai fait l'effort, en fait, toujours. J'ai été de votre côté. Des fois, vous m'avez peut-être pris pour un con ou pour un méchant à ce moment-là. Mais jamais vous auriez pu imaginer, en fait, à l'intérieur de moi, tout ce que ça m'a demandé, au final, de faire un sourire à ce moment-là. Tout ce que ça m'a demandé comme parcours, d'épreuve pour moi, d'arriver à être en accord avec vous pour le bien du projet, pour le bien de ce qu'on a apporté. Alors que des fois, je pourrais paraître un peu froid ou un peu délicat, mais au fond de moi, en fait, il y a un écart monumental que presque ces personnes en face n'auraient jamais pu faire dans mon sens. Et écrire permettra aussi, des fois, presque comme un testament, le mot pour moi est un peu fort, mais de montrer en fait qu'il y a d'autres façons de penser le monde, mais on arrive tous au final à ce point de jonction qui fait qu'on arrive à s'entendre. Mais pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Alors, petit exercice à ces incompris, invisibles et muets, face caméra, elle est juste en face de toi, quel est le message que tu as envie de leur passer ? En fait, de prendre le temps, de s'infliger ce temps constructeur, et ce temps de douleur aussi, qui permet la construction de l'âme, et la construction de l'homme, en fait, réellement. Consommer la vie, c'est pas réellement vivre. Prendre le temps de regarder sa vie, prendre le temps de se poser la question de ce qu'on veut être, est quelque chose de rare aujourd'hui. Et je pense que même si on a des façons de voir le monde complètement différentes, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble si on prend le temps de se questionner et de savoir ce que l'on veut pour soi-même avant de s'ouvrir et d'aller essayer de questionner les autres. Alors Loïc, dernière question. On va recommencer comme au début. Comment tu te sens ? Là, je me sens tout aussi détendu que tout à l'heure, même plus détendu que tout à l'heure. Et pouvoir échanger de cette manière-là avec une introspection encore différente permet de réouvrir le champ. Donc ouais, je suis bien, très bien.